Sudrail, représentée ici par Gabriel Rosenmack. Donc on a commencé la grève le 18 mai à la gare Saint-Lazare, et pareil à Austerlitz, à Paris-Est et à Paris-Nord, à l'appel des fédérations Sudrail et FO. Donc ça fait 26 jours déjà. Et on a été rejoint le 31 mai à l'appel de la fédération CGT, et la grève a pris une autre ampleur partout dans le pays. Et depuis, la grève elle est reconduite tous les jours dans toutes les assemblées générales partout en France. À une exception, il y a une AG qui avait voté la reprise du travail, et qui en se rendant compte que la grève avait été reconduite partout, a revoté la grève vendredi. Donc la grève tient partout. On est évidemment beaucoup plus que les 8% de grévistes que la direction nous annonce partout. Ou alors il faut qu'elle explique comment est-ce qu'il y a si peu de trains qui roulent, et pourquoi est-ce qu'ils ont même envisagé cette menace incroyable de réquisition des grévistes qu'ils ont sorti vendredi, donc ils n'ont finalement pas mis en pratique. D'après nos calculs, même si c'est compliqué puisque la direction fraude sur les chiffres de manière éhontée, on est autour de 25% de grévistes peut-être au niveau global, autour de 40% à l'exécution, à la production des trains, et encore beaucoup plus chez les conducteurs, puisque pour les conducteurs des RER B et D par exemple, sur la journée de vendredi, on était à 90% de grévistes, et donc c'est une armada de cadres et de casseurs de grève qui ont fait rouler les quelques trains qui ont roulé. Donc on est une large majorité, même au-delà de ces chiffres-là, il y a une large majorité de collègues qui ont participé à un moment ou à un autre à certaines journées de grève, à certaines manifestations, avec pour certains, pour même une bonne partie d'entre eux, des problèmes financiers. Mais c'est clair un peu partout, c'est clair que 26 jours de grève, bon, tout le monde ne peut pas se les permettre. Mais c'est pour ça que c'est important, si on a toujours ces chiffres de grévistes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la conviction que c'est possible de gagner, et que ce qu'on joue, c'est pas simplement un mouvement contre petites réformes de plus, c'est qu'il y a un enjeu massif, à la fois avec la loi El Khomri, dont je ne vais pas revenir dans le détail dessus, et aussi contre sa déclinaison à la SNCF, puisqu'on a aussi une revendication de secteur qui est la lutte contre le décret socle ferroviaire, et ce qui est censé le compléter, une convention collective de branche, et un accord d'entreprise, entreprise par entreprise. C'est exactement la même logique que la loi El Khomri, c'est-à-dire enlever des droits aux salariés, les flexibiliser pour augmenter les marges des patrons, voilà, sans ambiguïté. Et donc on continue la grève parce que l'accord d'entreprise qui a été proposé par Pépi en début de semaine dernière ne nous va pas du tout. Sur le fond, parce que ce n'est qu'un accord d'entreprise, et donc d'autant plus si la loi El Khomri s'applique, il aura une durée de vie très limitée. Il est en fait dénonçable dans un délai de quelques mois par la direction de l'entreprise. En plus du fait que ce soit un accord d'entreprise, il est valable qu'à la SNCF, alors que nous on se bat depuis le début, et c'était ça le prétexte affiché pour toute cette réforme du ferroviaire, c'était l'harmonisation des conditions de travail entre les 155 000 cheminots SNCF et les 5 000 cheminots du privé. Et donc à la première menace de grève, la direction et le gouvernement abandonnent ça et disent bon ok, on maintient une partie de la réglementation actuelle pour la SNCF, et en échange on laisse tomber les 5 000 cheminots du privé et des filiales de la SNCF. Alors que nous on sait que c'est un pari de dupe, puisque si jamais deux réglementations différentes sont actées, on sait que chaque année on tirera l'accord d'entreprise vers le bas, on nous dira qu'à côté ils coûtent moins cher, ils ont moins de jours de repos, ils sont plus compétitifs, c'est eux qui prennent les marchés, etc. Donc la seule solution pour nous c'est d'avoir la même réglementation pour tous, et ça c'est évidemment pas l'accord d'entreprise actuel. D'autant qu'il y a au moins 3 éléments absolument dramatiques dedans. Un qui est pour les aiguilleurs, donc les agents qui réorientent les trains d'une voie sur l'autre, la possibilité de les faire travailler jusqu'à 9h30 de travail tous les jours. Des journées de travail prévues de 9h30, alors qu'aujourd'hui c'est limité à 8h30 et c'est déjà bien trop. Comment effectuer des missions de sécurité avec la tête claire au bout de 9h30, d'autant que la seule raison de faire ça, c'est de pouvoir supprimer les postes de nuit pour pouvoir avoir 2 services de 8h30, un en matinée, un en soirée, et ne pas payer des gens en milieu de nuit pour un travail jugé pas assez productif. On a l'équivalent au niveau des agents d'entretien des voies, puisqu'aujourd'hui, avec cet accord d'entreprise, ils auraient la possibilité de se déplacer 1h30 par jour en dehors de leur lieu de travail, et ce ne serait pas compté comme du temps de travail. Et donc ça, c'est-à-dire un agrandissement des surfaces d'intervention qui n'a qu'une seule raison, c'est le sous-effectif. Et c'est exactement ces 2 raisons-là, le sous-effectif et les surfaces trop grandes à surveiller, qui ont été les causes principales de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Et aujourd'hui, on veut nous le graver dans un accord d'entreprise pour que ce soit généralisé partout dans le pays. C'est juste scandaleux. Le 3e élément qui est dans la même idée, c'est pouvoir modifier les horaires de travail des conducteurs de train jusqu'à 1 heure avant la prise de service. Donc dans la vie concrète de quelqu'un, c'est-à-dire pouvoir recevoir un coup de fil au milieu de la nuit et devoir être au boulot 1 heure après parce qu'il y a eu un absent. Enfin, il y a quelques conditions, en l'occurrence les absents. Donc, oui, ça arrive à peu près tous les jours dans toutes les gares de France. Les perturbations
et les circonstances accidentelles et imprévisibles, c'est-à-dire en fait n'importe quel retard de train dans n'importe quelle gare parisienne ou en province, pourrait justifier un recours de cette manière-là à 1 heure de délai de modification d'horaire, donc c'est-à-dire pas de vie familiale, pas de vie personnelle, et pas non plus là encore de stabilité mentale quand on va au travail, cette faire réveiller au milieu de la nuit pour aller bosser, ou au contraire, se mettre en route quand on habite à plus d'1 heure du travail, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, et se faire appeler en cours de route pour nous dire qu'en fait c'est pas dans 1 heure, c'est dans 2 heures qu'on travaille sans avoir le temps de faire demi-tour. Voilà, c'est ça le type de vie quotidienne que ça nous prépare. Encore une fois, la même logique que la loi El Khomri, même si c'est décliné dans le secteur. Donc aujourd'hui, la grève continue parce que les cheminots n'ont aucune intention d'accepter ça. Les fédérations FO et Sudrail ont annoncé d'emblée qu'elles refusaient de signer ces textes, à la fois l'accord d'entreprise et la convention collective, qui est au niveau vraiment au ras des pâquerettes, et qui ne serait pas du tout un complément pour ça non plus pour les cheminots du privé. Aujourd'hui, la fédération CGT est en train de consulter ses adhérents, mais on a tout un tas de motions qui remontent d'Assemblée Générale et de syndicats CGT locaux qui sont pour ne pas signer ces textes et pas simplement pour ne pas les signer, et pour faire valoir le droit d'opposition majoritaire, puisque Sudrail, FO et CGT représentent plus de 50% des salariés dans la branche ferroviaire, et pourraient tout à fait dénoncer à la fois la grande entreprise et la convention collective. Donc c'est ce qu'on invite à faire, avoir une dénonciation majoritaire, c'est-à-dire mettre le gouvernement et la direction au pied du mur. Est-ce qu'ils veulent appliquer le décret socle à la SNCF, c'est-à-dire au ras des pâquerettes? Et évidemment qu'ils ne le feront pas, parce que ça voudrait dire généralisation de la grève d'emblée. Donc on n'est pas pour accepter une demi-mesure. Pour finir, on a une question clé quand même à poser, qui a été en partie évoquée, mais c'est comment on fait pour gagner à la fois sur la revendication sectorielle et sur la loi El Khomri. Il y a la manifestation de mardi qui va être massive, on en est tous conscients, mais il faut aussi être conscient qu'une manifestation ne suffira pas, a priori, à faire reculer le gouvernement. Il faut qu'on ait un plan de bataille pour la suite. Et les journées du 23 et du 28, c'est très bien d'avoir des dates dans le paysage, mais je vous le dis de la part d'un secteur qui est en reconductible depuis 26 jours, c'est très loin. Voilà. Et c'est tellement loin que c'est très loin. Nous, ce qui serait notre débat, ça tombe bien qu'il y ait beaucoup d'organisations et d'associations, partis et syndicats autour de la table, c'est le lendemain de la manifestation du 14, quel secteur rentre en grève reconductible? Aujourd'hui, on a les éboueurs, les raffineries, en partie les dockers, EDF, il y a toute une série de secteurs qui ont un niveau de mobilisation élevé, pas tous en grève reconductible tous les jours, mais il y a encore tout un tas de secteurs qui n'y sont pas. Comment on fait? Puisque ce n'est pas simplement les occupations de place ou les manifestations massives ou les pétitions ou les votations citoyennes qui sont sympathiques. Ce qui fera reculer le gouvernement, c'est la paralysie de ce pays par la grève reconductible. On est dedans, on aimerait bien qu'il y ait d'autres secteurs qui s'y joignent, parce que la